Avez-vous déjà ouvert votre cave en janvier pour y découvrir, au lieu de carottes bien croquantes, un spectacle un peu désolant? Des heures de travail au potager, tout un été sous un soleil de plomb. Et tout ça pour des légumes racines flétries? Ça vous parle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons y remédier. Nous allons voir ensemble comment bien récolter et préparer pour un stockage optimal les légumes d'arrière-saison. Carottes, betteraves, daikon et choux. Et je vous promets, vous découvrirez une astuce toute simple qui permettra à vos légumes de rester frais jusqu'au printemps, même si vous vivez en appartement. L'automne, ce n'est pas la fin de la saison du jardinage, mais plutôt son dénouement le plus crucial. C'est en quelque sorte l'examen final de tout jardinier, car cultiver une belle récolte, ce n'est que la moitié du travail. La seconde, et non des moindres, c'est de la conserver. C'est de la manière dont vous allez procéder à cette récolte, durant ces dernières journées douces, que dépendra votre capacité à savourer vos propres vitamines tout l'hiver, ou si vous devrez les acheter en magasin. Alors, relevons ce défi avec brio. Alors, par où commencer notre marathon de conservation des récoltes? Par l'essentiel, le choix du bon moment. Cette sensation, je la connais bien. En septembre, avec les premières nuits fraîches, on a l'impression qu'il faut absolument tout ramasser de la terre. Mais la précipitation est ici notre pire ennemi. Si vous récoltez les légumes racines trop tôt, ils n'auront tout simplement pas eu le temps d'accumuler un maximum de sucre et de nutriments. Leur peau sera trop fine et délicate. Ces légumes se conservent très mal et se flétrissent rapidement, mais il ne faut pas non plus traîner jusqu'au dernier moment. Les fortes gelées, quand la température descend en dessous de -3 ou 4 degrés, peuvent endommager la partie supérieure des légumes racines qui dépassent de la terre. Le tissu gelé, après des gels, se transforme en un milieu idéal pour la pourriture. Et là, adieu la récolte. Alors, où se trouve le juste milieu? Fiez-vous aux prévisions météorologiques et à l'état des plantes elles-mêmes. Les petites gelées légères, jusqu'à -2 degrés, sont même bénéfiques pour les carottes et les betteraves. Elles en deviennent plus sucrées. Le moment idéal, c'est un temps sec et ensoleillé, quand la terre n'est pas encore gelée et que les feuilles inférieures du feuillage commencent à jaunir. C'est un signal de la plante elle-même. Je suis prête. C'est précisément à ce moment-là que vos légumes sont au summum de leur forme pour un long repos hivernal. Ça y est, vous avez attendu le moment idéal, vous avez bien calculé votre coût. Maintenant, parlons des conditions. La règle d'or pour le jour J, le temps doit être sec. Ce n'est pas qu'une simple recommandation, c'est une condition cruciale. Imaginez que vous arrachiez une carotte d'une terre mouillée et collante. Que se passera-t-il? Exactement. Cette terre s'accrochera aux légumes racines, formant une croûte tenace. La nettoyer sans abîmer sa peau délicate sera quasiment impossible. De plus, un environnement humide est un véritable terrain de jeu pour toutes sortes de bactéries et de champignons responsables de la pourriture. Vous mettez littéralement une bombe à retardement dans votre cave de vos propres mains. En revanche, quand la terre est sèche et friable, elle s'effrite d'elle-même des légumes. Une simple tape suffira à les nettoyer. Un jour ensoleillé nous offre un autre avantage, la possibilité de faire sécher immédiatement la récolte directement sur la parcelle, en la laissant quelques heures à l'air libre. C'est la première et la plus cruciale étape de préparation avant l'entreposage. Alors, retenez bien ceci. Creuser sous la pluie, c'est presque la garantie d'envoyer une partie de votre récolte au compost. Mieux vaut attendre un jour ou deux, alors le temps est idéal, et l'énergie est là. On n'a qu'une envie, c'est de saisir notre fidèle outil, la pelle. Et c'est précisément là que je vais vous demander de faire une pause. Posez cette pelle tout de suite, parce qu'utiliser une bêche pour récolter vos légumes racines, c'est probablement le moyen le plus rapide de gâcher la moitié de votre récolte. Imaginez, vous enfoncez la lame avec force dans la terre, juste à côté de votre rangée. Vous ne voyez pas où se termine exactement cette longue carotte ou le ventre rebondi de cette betterave. Un seul mouvement maladroit, et vous coupez une partie du légume. Et cette coupe, qu'est-ce que c'est? C'est une plaie ouverte. Or, dans la terre comme dans votre cave, vivent dans des millions de micro-organismes qui n'attendent qu'une telle aubaine. Ils s'infiltrent à l'intérieur
et le processus de pourriture est enclenché. Le légume endommagé ne se conservera pas. Pire encore, il contaminera ses voisins sains. Notre principal allié dans cette tâche, ce sont les fourches de jardin. Oui, les fourches, et non la bêche. Elles ne coupent pas la motte de terre, mais la décompactent délicatement, permettant d'extraire le légume racine entier et sans dommage. Croyez-moi, ce petit changement d'approche transformera radicalement la conservation de votre récolte. Commençons par les carottes. Parmi toutes nos cultures, c'est la plus exigeante. Sa principale valeur, mais aussi sa plus grande faiblesse, réside dans sa pointe longue et très fragile. Si cette extrémité vient à se casser, considérez que cette carotte ne se conservera pas longtemps. Par cette petite blessure, elle perdra son humidité et deviendra rapidement molle et flétrie. Alors comment procéder? Prenez vos fourches, enfoncez-les non pas juste à côté du légume, au risque de le transpercer, mais plutôt à une distance d'une dizaine à une quinzaine de centimètres du rang. Voici maintenant le geste le plus important. Inutile de tirer brusquement ou de creuser avec force. Appuyez délicatement sur le manche de la fourche en l'utilisant comme un levier. Notre objectif n'est pas d'arracher la carotte de la terre, mais de soulever la motte de terre qui l'entoure. Vous sentirez alors que la terre cède et devient meuble, et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez tirer doucement, mais fermement sur les fans. La carotte devrait sortir sans aucun effort, comme dans du beurre, intacte, belle avec sa précieuse pointe. C'est exactement ainsi qu'elle doit être pour passer à la prochaine étape de sa préparation. Passons maintenant aux betteraves. À première vue, la récolte des betteraves peut sembler un peu plus simple. Elles ne sont pas enfouies aussi profondément que les carottes, et leurs formes arrondies affleurent souvent à la surface du sol. On serait tenté de croire qu'il suffit de les saisir par les fans et de tirer. Mais attention, c'est un piège pour les débutants. En effet, les betteraves, surtout les plus grosses, possèdent une racine pivotante très solide qui les ancre fermement dans la terre. Si vous tirez avec force, vous risquez fort d'arracher les fans, laissant le légume racine en terre. Pire encore, vous pourriez endommager le collet, le point d'attache des fans, ce qui favoriserait l'apparition de la pourriture. Le principe est donc le même que pour les carottes. Il faut utiliser une fourche bêche. Délicatement, glissez la fourche bêche sur le côté de la betterave et soulevez-la légèrement avec la terre environnante. Évitez de l'enfoncer directement sous le légume pour ne pas le perforer. L'objectif est simplement de relâcher l'emprise de la terre. Une fois la terre ameublie, saisissez le légume racine lui-même et non les fans et retirez-le avec un léger mouvement de rotation. De cette façon, vous garantissez de préserver la betterave ainsi que son point de croissance intact. Voici notre géant, le daikon. Ce radis japonais peut atteindre des tailles impressionnantes, s'enfonçant dans le sol sur un demi-mètre, voire plus. L'arracher à la main sans le briser est quasiment impossible. Le daikon est extrêmement juteux et fragile. Il se casse à la moindre fausse manœuvre. Ici, toute notre minutie et notre patience seront requises. La technique s'apparente à la récolte des carottes, mais à une toute autre échelle. Il faut enfoncer la fourche dans la terre, non pas juste à côté, mais à une distance significative, environ 20 à 25 cm, de la partie visible de la racine. Et il faut creuser profondément, en essayant de dégager l'extrémité la plus basse. Il faudra peut-être s'y prendre des deux côtés pour ameublir au maximum la terre autour du légume. Ne vous précipitez pas. Une fois que vous sentirez que la terre autour du daikon est devenue meuble, agissez avec une grande douceur. Saisissez sa partie supérieure et, en le faisant osciller légèrement de gauche à droite, tirez-le lentement vers le haut. Votre objectif est d'extraire cette épée blanche de la terre, absolument intacte, sans la moindre fissure. La moindre lésion pour un daikon si juteux est un arrêt de mort. Il commencera très vite à pourrir. Penchons-nous maintenant sur la récolte des choux tardifs. Avec eux, la méthode est tout à fait différente. Inutile de les déterrer ou de les arracher. Au contraire, c'est la partie de la tige, ce que nous appelons le trognon, qui deviendra votre meilleur allié pour la conservation. Pour la coupe, équipez-vous d'un couteau bien aiguisé et solide. Si vos choux sont vraiment imposants et que les trognons sont très ligneux, une petite hachette pourrait même s'avérer utile. Un point crucial. Ne vous précipitez
surtout pas pour retirer toutes les feuilles extérieures. Laissez en place 3 ou 4 des feuilles de protection supérieures. Elles ne sont pas étroitement collées au chou, mais elles agissent comme une véritable enveloppe protectrice. Ce sont elles qui subiront les premiers assauts. Elles sécheront, peut-être s'abîmeront-elles légèrement, voire pourriront-elles un peu. Mais en faisant cela, elles protégeront le cœur du chou du dessèchement et des éventuels chocs. Maintenant, parlons de la coupe en elle-même. Coupez le chou de manière à conserver un trognon aussi long que possible, idéalement 5 à 7 cm, voire plus. C'est précisément par ce trognon que vous suspendrez ensuite vos choux dans votre cave ou cellier. C'est une méthode de conservation parfaite, car elle assure une excellente ventilation tout autour du chou et réduit considérablement le risque de pourriture. Une coupe nette et propre est la clé de la réussite. C'est un écueil courant pour la plupart des jardiniers amateurs. Vous avez déterré de magnifiques légumes-racines parfaitement formés, mais ils sont tous couverts de terre. Et le premier réflexe, l'envie instinctive, est d'aller les laver à grande eau, sous le jet du tuyau d'arrosage, pour qu'ils soient nickel, brillants, comme ceux que l'on trouve en magasin. Alors, gravez ceci dans votre mémoire une bonne fois pour toutes, c'est absolument proscrit. Ne lavez jamais vos carottes, betteraves ou daikon avant de les stocker. L'eau, surtout sous pression, non seulement détruit la fine couche protectrice de la peau, mais elle s'infiltre aussi dans les moindres microfissures. Cette humidité excessive crée un terreau idéal pour le développement de toutes sortes de pourritures. Un légume racine lavé, même une fois séché, se conservera bien moins bien. En réalité, vous supprimez son immunité naturelle, celle qui l'aide à combattre les maladies tout au long des longs mois d'hiver. Toute la terre doit être retirée uniquement par nettoyage à sec, et nous en reparlerons dans un instant. Alors, rangez votre tuyau et chassez toute idée d'eau. Nous avons donc décidé de ne pas laver les légumes. Mais comment se débarrasser alors de la terre collée? C'est très simple, grâce à un bon séchage. C'est une étape préparatoire essentielle à ne surtout pas négliger. Une fois les légumes racines sortis de terre, il faut les étaler pour qu'ils s'aèrent. Mais attention, pas en plein soleil. Les rayons directs peuvent provoquer des brûlures sur leur peau délicate et amorcer leur flétrissement. L'endroit idéal est un lieu ombragé et bien ventilé. Par exemple, sous un abri, dans une grange, portes ouvertes ou simplement sur une véranda. Étalez la récolte en une seule couche sur une bâche, du carton ou de vieilles planches. Évitez de les empiler, cela ralentirait le processus et risquerait de provoquer un excès d'humidité. Laissez-les ainsi plusieurs heures. Le temps dépend de la météo et de l'humidité du sol, mais généralement 2 à 6 heures suffisent. Pendant ce temps, la terre collée sur les légumes racines séchera et deviendra friable. C'est alors qu'il sera très facile de la retirer d'un simple geste, avec des gants souples, ou de l'essuyer avec un chiffon sec sans abîmer la peau. L'étape suivante est l'une des plus cruciales et des plus importantes. Il s'agit de la coupe des fans. C'est de la bonne exécution de cette tâche que dépendra la conservation de vos carottes. Tiendront-elles jusqu'en mars ou se flétriront-elles, devenant molles et sans saveur dès décembre? En effet, même après la récolte, le point de croissance, là où les feuilles s'insèrent, reste vivant. Si vous laissez ne serait-ce que de petits fragments verts, cette zone continuera de puiser l'eau et les nutriments directement du cœur de la carotte. C'est un peu comme laisser une pompe branchée qui lentement, mais sûrement, va déshydrater votre légume. La carotte deviendra alors flasque et amère. Il faut donc agir avec détermination. Vous aurez besoin d'un couteau bien aiguisé. La coupe doit s'effectuer en 2 étapes. Premièrement, retirez toute la masse verte. Ensuite, dans un second mouvement, coupez la tête même du légume, cette partie supérieure du collet, sur une épaisseur d'environ 1/2 centimètre, peut-être même un peu plus. La coupe doit être nette et lisse. N'ayez crainte, vous n'abîmerez pas la carotte. Au contraire, vous la mettez en conserve en stoppant définitivement tout processus de croissance. C'est ce geste simple qui garantit à 90% le succès de toute votre entreprise de conservation. Pour la betterave et le daikon, la méthode de coupe est un peu différente, plus délicate. Il ne s'agit pas de leur couper la tête comme on le ferait pour une carotte.
Ici, notre objectif est d'éliminer les fans sans endommager le légume racine lui-même. Prenez un couteau bien aiguisé ou un sécateur et coupez les feuilles en laissant de petits moignons d'1 à 2 cm de haut. Pourquoi cette méthode? En effet, le point de croissance de la betterave est structuré différemment, et une telle coupe ne le stimule pas à repousser. En revanche, si vous tordez ou arrachez les feuilles à la main, comme le font certains, vous risquez facilement d'endommager la partie supérieure de la betterave. Des agents pathogènes s'y engouffreraient immédiatement et le légume racine commencerait à pourrir précisément à partir de cet endroit. Il en va de même pour le daikon. Une coupe nette au sécateur, laissant un petit moignon, est la méthode la plus sûre et la plus fiable. Par contre, attention, la petite racine fine à l'extrémité de la betterave ne doit en aucun cas être coupée. C'est son talon d'Achille. Par cette blessure, elle perdrait son jus et se flétrirait rapidement. Laissez-la intacte. C'est ainsi que nous préservons au maximum l'intégrité du légume racine, ce qui est notre objectif principal. Toutes les étapes préparatoires sont achevées. Il est maintenant temps de passer au moment crucial, le tri. Cette phase exige de vous une attention maximale et même une certaine intransigeance. Votre règle d'or doit être la suivante. Un seul légume malade peut en contaminer 10 sains. C'est pourquoi, avant la mise en stockage, nous devons inspecter chaque légume, absolument chaque légume. Que recherchons-nous? Premièrement, toute trace de dommages mécaniques. Des éraflures, des fissures, des coupures, des contusions. Même si le dégât vous semble minime, il est préférable de mettre ce légume de côté. Deuxièmement, nous cherchons les spécimens affectés par des maladies ou des parasites. Il peut s'agir de taches noires, d'excroissances étranges ou de galeries creusées par le ver fil de fer ou la mouche de la carotte. Ces légumes sont une véritable bombe à retardement. Troisièmement, nous écartons tous les légumes difformes, fourchus, trop petits ou, au contraire, les géants surdéveloppés. Ils se conservent généralement moins bien que les spécimens de taille standard. Et surtout, ne jetez pas les légumes écartés lors de ce tri. Ils doivent être traités en priorité. Congelez-les, séchez-les, transformez-les en conserve ou consommez-les sans tarder. Seuls les exemplaires parfaits, sains et intacts sont destinés à une longue conservation hivernale. Maintenant, voyons comment offrir à nos légumes les conditions idéales pour traverser l'hiver. Si vous avez la chance de posséder une cave ou un sous-sol, c'est déjà un atout majeur. Mais il ne suffit pas d'y entreposer simplement vos caisses. Votre espace de stockage doit répondre à 3 exigences principales. La première, une obscurité absolue. La lumière provoque la germination, et pour les carottes, elle entraîne la production de solanine, ce qui les fait verdir et les rend amères. La deuxième condition, et la plus cruciale, est la température. La température idéale pour la conservation des légumes racines se situe entre 0 et 2 degrés Celsius. Si la température est plus élevée, les légumes commenceront à germer et à se détériorer. Si elle descend sous 0, ils gèleront et, une fois décongelés, se transformeront en une sorte de bouillie molle. La troisième condition, et souvent la plus oubliée, est un taux d'humidité élevé, idéalement entre 90 et 95%. Dans une cave trop sèche, les légumes y perdront très rapidement leur humidité et se flétriront. Pour maintenir un bon niveau d'humidité, vous pouvez placer des seaux d'eau ou étendre des linges mouillés. Enfin, une bonne ventilation de la cave est indispensable pour éviter l'air stagnant et la formation de condensation au plafond. Commençons par la méthode la plus populaire et sans doute la plus fiable pour conserver les carottes à la cave. Il s'agit de les stocker dans des caisses remplies de sable humide. Le sable remplit plusieurs fonctions essentielles. Il empêche les légumes racines de se toucher, ce qui limite la propagation d'une éventuelle pourriture. Il maintient une humidité stable, évitant ainsi que les carottes ne se dessèchent, et il crée un environnement sombre et frais, mimant leur enfouissement dans la terre. Comment procéder correctement? Prenez des caisses en bois ou en plastique. Au fond, déposez une couche de sable d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur. Le sable doit être humide et non pas détrempé. Pour vérifier, c'est simple. Serrez une poignée dans votre main. L'eau ne doit pas s'écouler, mais le monticule doit conserver sa forme. Déposez ensuite une couche de carottes en veillant à ce que les racines ne se touchent pas.
Recouvrez-les entièrement de sable, puis une nouvelle couche de carottes et à nouveau du sable. Procédez ainsi jusqu'en haut de la caisse. La couche supérieure doit également être constituée de sable. Au lieu du sable, vous pouvez utiliser de la sciure de bois de conifère ou de la tourbe. Ces matériaux possèdent également des propriétés bactéricides, offrant une protection supplémentaire. Mais que faire si vous n'avez pas de sable ou si l'idée de cette méthode ne vous enchante pas du tout? Il existe une technique plus moderne et plus propre, le stockage en sac plastique. Oui, vous avez bien entendu, en sac. On pourrait croire que les légumes risquent d'y étouffer et de pourrir. Mais il y a un détail crucial. Cette méthode fonctionne parfaitement dans une cave froide à la bonne température. Les sacs créent à l'intérieur un microclimat particulier avec une humidité élevée. Cela permet aux carottes de conserver presque toute leur eau et de rester juteuses et croquantes. Pour ce faire, prenez des sacs en polyéthylène robuste d'une capacité allant de 5 à 30 kg. Remplissez-les aux 2/3 environ avec des carottes sèches et préalablement refroidies. Le plus important, les sacs ne doivent en aucun cas être fermés hermétiquement. Il faut les laisser ouverts pour permettre une ventilation minimale et l'évacuation du dioxyde de carbone que les légumes racines dégagent en respirant. Si votre cave est trop humide et que de la condensation se forme à l'intérieur des sacs, vous pouvez y percer quelques petits trous pour améliorer l'aération. Placez ensuite les sacs verticalement sur des étagères ou des rayonnages. Passons maintenant à la betterave. Moins capricieuse que la carotte, elle offre de nombreuses options de conservation. D'abord, toutes les techniques utilisées pour les carottes fonctionnent à merveille, qu'il s'agisse de la stocker en caisse de sable ou de sciure, ou encore dans des sacs en plastique. Mais il existe aussi une astuce ancestrale particulière que de nombreux jardiniers apprécient pour sa simplicité. Il s'agit de conserver les betteraves directement sur les pommes de terre. Quelle est donc l'ingéniosité derrière cette méthode? L'explication est simple. Ces deux cultures ont des exigences différentes en matière d'humidité. Les pommes de terre, lorsqu'elles sont stockées, dégagent activement de l'humidité et préfèrent un environnement plus sec pour éviter de germer ou de pourrir. La betterave, à l'inverse, aime une atmosphère plus humide. C'est un symbiose parfait. Les betteraves, étalées en une ou deux couches sur votre stock de pommes de terre, absorbent l'humidité excédentaire que celle-ci libère. Au final, tout le monde y gagne. Les pommes de terre ne prennent pas l'humidité et ne germent pas. Et les betteraves, elles, ne se dessèchent pas et restent bien charnues et juteuses. C'est simple et ingénieux. L'important est que les deux récoltes soient en saine et parfaitement séchées avant l'entreposage. La conservation du chou est un cas à part, car contrairement aux légumes racines, il a besoin d'air, de beaucoup d'air. Si vous entassez les pommes de chou dans une caisse ou un sac, elles s'étoufferont et pourriront rapidement de l'intérieur. C'est pourquoi la meilleure méthode pour les stocker en cave est de les suspendre. Vous vous rappelez, nous avions pris soin de laisser un long trognon lors de la récolte? Eh bien, il va nous être bien utile. L'option la plus simple consiste à fixer des clous ou des crochets aux poutres du plafond et à suspendre chaque pomme par son trognon à l'aide d'une ficelle. Les choux ne doivent pas se toucher entre eux ni toucher les murs afin de garantir une circulation d'air optimale. Une autre bonne méthode est de disposer les choux sur des étagères à lattes en bois, en une seule couche également, le trognon vers le haut. Si par contre, vous avez récolté des choux avec un trognon court, il existe une autre solution. Chaque pomme doit être soigneusement et fermement emballée dans plusieurs couches de papier journal ou de papier ordinaire. Le papier absorbera l'excès de condensation et créera une couche protectrice supplémentaire. Ces choux ainsi emballés pourront ensuite être disposés sur des étagères. Pas de cave et l'envie de conserver votre récolte assez forte? Pas de panique. Votre appartement en ville n'est pas une fatalité. Votre principal allié dans cette quête de conservation sera un balcon ou une loggia vitrée. Bien sûr, à condition que la température n'y descende pas sous 0 degré en hiver. Il vous faudra un petit cellier fait maison, un grand bac ou un conteneur. Vous pourrez le fabriquer en bois ou à l'aide de panneaux de polystyrène épais. L'essentiel est de l'isoler parfaitement de tous les côtés. À l'intérieur de ce caisson, déposez du sable humide
ou de la sciure de bois. Ensuite, comme dans une vraie cave, alternez les couches de carottes et de betteraves avec votre matériau de remplissage. Recouvrez ensuite le bac d'un couvercle bien ajusté et en cas de grand froid, enveloppez-le de vieilles couvertures ou de vêtements chauds pour une isolation thermique optimale. Ce type de caisson thermos permettra de maintenir une température positive basse et stable. Une petite quantité de légumes pourra aussi être conservée au réfrigérateur dans le bac à légumes, à condition d'emballer chaque racine individuellement dans du papier ou de les placer dans un sac perforé. Cependant, la méthode du balcon assurera une conservation bien plus longue de votre récolte. Et voici un petit secret, mais ô combien utile pour le stockage. Avez-vous déjà remarqué que si vous placez une banane à côté de tomates encore vertes, celles-ci mûrissent bien plus rapidement? C'est grâce à un gaz magique, l'éthylène. Il est produit par de nombreux fruits mûrs et agit comme une hormone de vieillissement pour les légumes. Le principal coupable dans vos réserves, ce sont les pommes. Elles en délibèrent une très grande quantité d'éthylène. Si vous stockez des pommes dans la même pièce que des carottes, des betteraves ou des pommes de terre, attendez-vous à de mauvaises surprises. Les légumes commenceront à germer prématurément, les carottes prendront un goût amer et les pommes de terre ramolliront. C'est une véritable attaque chimique contre votre récolte. Retenez donc cette règle d'or. Les pommes à part, les légumes à part. Si vous n'avez qu'une seule cave ou un seul cellier, essayez de les isoler au maximum les uns des autres. Placez les caisses de pommes dans le coin le plus éloigné. Créez une séparation avec une planche de contreplaqué ou à défaut, couvrez-les hermétiquement. Cette simple astuce vous aidera à prolonger la durée de vie de vos provisions de plusieurs mois. Et enfin, un point crucial de notre plan, ce sont les inspections régulières. Il ne suffit pas d'entreposer votre récolte à l'automne et de l'oublier jusqu'au printemps, en vous imaginant naïvement que tout ira bien. Une cave, c'est un milieu vivant, où les choses évoluent sans cesse. C'est pourquoi prenez l'habitude de vérifier vos stocks au moins toutes les 3 ou 4 semaines, ou mieux encore, une fois par mois. Muni d'une lampe de poche, inspectez attentivement caisses et sacs. Que cherchez-vous? En premier lieu, les signes de pourriture. Si vous repérez un légume racine abîmé, retirez-le immédiatement et vérifiez par la même occasion ses voisins directs. Un seul légume pourri peut, en l'espace d'une semaine, déclencher une réaction en chaîne et anéantir tout le contenu d'une caisse. Vérifiez aussi l'apparition de germes. Si les légumes commencent à germer, c'est que la température de la cave est trop élevée et il faut prendre des mesures urgentes pour la refroidir. Inspectez les choux, il est possible que les feuilles extérieures doivent être retirées. Ces contrôles réguliers vous permettront de déceler un problème à temps et de sauver la majeure partie de votre récolte. C'est un peu comme le contrôle technique de votre garde-manger. Mais attendez, voici le vrai coup de théâtre. Saviez-vous que les légumes respirent? Oui, même une fois récoltés, ils continuent leur petite vie. Et la principale raison pour laquelle vos carottes ramollissent, c'est la perte d'humidité via leurs fans. Si vous laissez ne serait-ce qu'1 centimètre de verdure, elle agira comme une pompe, aspirant toute l'eau du légume. Et le deuxième drame se joue dans l'obscurité de votre cave. Les pommes sont de véritables traîtresses. Elles dégagent de l'éthylène, un gaz qui accélère la maturation et le vieillissement des autres fruits et légumes. En plaçant des pommes à côté de vos carottes, vous leur donnez en quelque sorte l'ordre de mourir. Voilà pourquoi une taille correcte et un bon voisinage ne sont pas de simples conseils, mais des lois de survie pour votre récolte. Donc, comme vous le voyez, une conservation hivernale réussie n'est pas de la magie, mais une série d'actions précises. Vous avez choisi le bon moment, déterrer avec soin, préparer correctement et créer les conditions nécessaires. Ces 4 étapes seulement vous séparent de légumes croquants et juteux en plein hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, soutenez-nous avec un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau secret du jardin. Et maintenant, une question pour vous. Comment conservez-vous votre récolte, vous? Avez-vous un secret de famille pour conserver vos betteraves ou vos choux? Partagez votre expérience en commentaire, nous serions ravis de vous lire.